Barfly, si je dois juste le présenter, c'est un film qui a été très très important pour moi, puisque c'était la découverte de Bukowski comme écrivain, et j'ai lu absolument tous ses livres avant de le contacter et de lui demander s'il voulait qu'on travaille sur quelque chose ensemble, parce que je n'avais pas trouvé un seul de ses livres qui me semblait bon pour le cinéma, parce que dans chacune de ses nouvelles, ce qui vraiment touchait au cœur, c'était les quelques dernières lignes, ce qu'on appelle la punchline en anglais, qui vous touchaient au cœur et qui étaient complètement littéraires. Je ne trouvais pas l'équivalent en image, alors que tout le reste était comme un scénario. Il fait 2 pas à gauche, il dit ça, il se retourne, il va à la fenêtre, il dit ça, et ça ressemblait absolument à des scénarios. Il avait un sens du dialogue absolument extraordinaire, mais donc je savais qu'il pouvait écrire pour le cinéma. Lui, le cinéma, il détestait. Pourquoi? Parce qu'il était de Los Angeles, et parce que pour lui, le cinéma, c'était le mensonge, et c'était la ville du mensonge qu'il haïssait. Et c'était tout ce qu'il détestait, c'était le mensonge du cinéma. Alors j'ai eu le plus grand mal à essayer de lui expliquer qu'il y avait des films qui n'étaient pas comme ce qu'il imaginait. Et petit à petit, je suis arrivé un tout petit peu. Mais enfin, quand même, c'était pas son truc. Mais il s'y est mis et il a pris plaisir. Et c'est l'histoire. Et comme il ne parle toujours que de lui. C'est l'histoire de lui quand il était très jeune et qu'il était dans un bar à Philadelphie et qu'il se battait tous les soirs avec le barman. Tout ça, donc il a intégré ça et il a mélangé ça avec sa grande histoire d'amour, la rencontre de cette femme, Wanda. Et donc, si on connaît son œuvre, on peut trouver des tas de poèmes, on peut voir qu'il était là à l'hôpital quand elle est morte, etc. Enfin, que c'était un peu une image de lui-même, encore beaucoup plus extrême que lui-même, et un personnage bouleversant. Et donc, c'est ça qui fait pour moi le cœur du film, c'est le personnage de Bukowski et leur rapport avec lui et Wanda. Voilà, on en a assez dit, et place au film. Voilà. À tout de suite. Il n'y a pas de musique dans ce film. Ouais. Ce n'est que ce qu'on entend à la radio ou la machine à écouter la musique. Donc il n'y a absolument aucune musique composée pour le film. Et par contre, c'était Jack Baran, mon assistant, qui avait une collection de disques énorme. Et puis moi aussi, j'en avais quelques-uns. Et c'est lui qui a essayé pour voir qu'est-ce qui marchait le mieux. Et petit à petit, on a fait une bande musicale fantastique comme ça. Et puis, je crois que j'ai découvert qu'il y avait certains morceaux dont ils n'avaient même pas payé les droits, le Canon film. En tout cas, je pense que dans toute la salle, merci d'avoir eu recours à de l'outil Éric Jardin pour que le film se fasse, parce que nous, on est très très heureux de l'avoir vu. S'il a fallu un sécateur pour le faire, enfin, en tout cas, merci d'avoir fait ce film. Non, il n'a pas fallu, non, c'était tout simplement quelqu'un, le producteur, les Canon, avaient promis quelque chose et ils ne tenaient pas leurs promesses, donc normalement, j'aurais été voir un avocat. On ira lire et donc, j'ai dû aller voir la firme Black & Decker à la place. Si vous permettez une remarque préliminaire, même si c'est toujours bizarre d'essayer de faire de la chronologie dans des films, c'est quand on le voit aujourd'hui, ce film, on est étonné à quel point il a dû influencer malgré tout des cinéastes américains qui ont fait des films après vous, après ce film-là. Je pense qu'il y a un côté lyrique dans les dialogues, un vrai plaisir lyrique à faire parler les gens et à travailler l'argot, qu'on retrouve chez Quentin Tarantino, dans les premiers films de Gus Van Sant. On a l'impression que ce film-là, dans le fond, il annonce quelque chose qui va devenir le cinéma hollywoodien des années 90. J'espère. C'est assez plaisant de voir comment le film se développe. Le film commence par une scène de bataille. On a un personnage qui termine aussi d'ailleurs, mais on ne la voit pas. Mais c'est comme si au début du film, le réalisateur effaçait l'image qu'on avait de Mickey Rourke à cette époque pour créer une nouvelle forme, qui est cette espèce d'incroyable personnage qui est courbé, qui parle comme ça avec sa voix qui tombe comme une cascade. Et on a l'impression qu'après ça, le film adopte, le filmmaking, la façon de faire le film, adopte
la posture de ce type, puisque tout est fait à hauteur d'homme courbé. Tout le film est filmé à hauteur d'homme courbé. Comment cette forme, elle s'est trouvée? Comment est-ce qu'on a trouvé cette forme? Tout simplement l'idée que, comme il se battait tous les soirs, forcément, il devait avoir quelque chose qui était dans son corps. Et après, il fallait être avec son corps. Et donc, c'était incroyable. On a trouvé, le premier jour de tournage, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas voulu répéter, Mickey Rourke. Le premier jour de tournage, on a répété, puis on a trouvé cette démarche. Et lui, il l'a gardé, impeccable. Et la voix est venue avec cette espèce de façon. La voix, c'est Bukowski. La voix, c'est Bukowski, c'est-à-dire que j'avais enregistré Bukowski en train de lire le scénario, parce que pendant les 7 ans où j'ai tenté de faire le film, j'avais le temps de faire pas mal de choses. J'avais le temps de filmer Bukowski et des soirées avec lui où on discutait, qui sont une œuvre documentaire fantastique. Ça fait 4 heures, c'est 50 fois 4 minutes de monologues de Bukowski. Et donc pour obtenir ces monologues, je faisais en même temps aussi des lectures du scénario. Et donc, ce que j'avais réussi à faire, c'est avoir le scénario lu par Bukowski en entier. Et je l'ai donné à Mickey Rourke, qui lui ne voulait pas rencontrer Bukowski puisqu'il avait peur des alcooliques. Et ne voulait pas se préparer trop longtemps. Et donc, je lui ai donné ça. Il était dans sa roulotte et il n'avait rien à faire. Et il écoutait ça, puis il s'est dit quand même, tiens, c'est intéressant, il y a une musique dans ce langage, et il y a une manière de le dire où ça sort mieux, et donc il a adopté petit à petit le groove, le rythme de Bukowski. Et donc c'est ça ça ressemble un petit peu, ça ressemble un peu à un célèbre ivrogne cinématographique, je ne me rappelle plus de son nom maintenant, un des plus célèbres acteurs comiques ivrognes dans les années 30. W.C. Fields oui. Non, il y avait W.C. Fields. Non, enfin bref. Ouais. Bon. Mais est-ce que vous qui l'aviez beaucoup filmé Bukowski pour ce qui reste toujours, comme je rappelle, les Bukowski tapes, est-ce qu'il y avait, vous arriviez à vous détacher de l'image que vous aviez de lui quand vous filmiez, où il y avait une volonté de le rechercher à travers le jeu de Mickey Rourke? Non, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand Mickey Rourke faisait une erreur que Bukowski n'aurait jamais fait, il n'aurait jamais fait ce geste-là à ce moment-là, je lui disais rien, je le regardais, il me disait ça, puis je lui disais rien, mais il comprenait et il le faisait sans ce truc-là. C'était une télépathie magique qu'il y avait entre Mickey Rourke et moi. J'ai toujours pas compris comment ça marchait, mais définitivement, il lisait dans mon regard si je trouvais la prise juste ou pas, mais surtout il arrivait à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour la faire bien. C'est quand même ça qui était tout. Donc il devait le sentir à l'intérieur lui-même aussi. Si on rapproche ce film de 2 autres de vos films, on pourrait se dire que si on mettait Tricheur, Maîtresse et Barfly, il y a quelque chose d'intéressant dans la façon dont vous traitez la marge, ou ce qu'on pourrait considérer comme la marge, c'est-à-dire des gens qui sont un petit peu à côté, que ce soit des sadomasochistes, des joueurs ou des ivrognes, des gens qui sont dans une sorte de survie, qui vivent plus parce qu'ils sont dans une dépendance. Et il y a une sorte de plaisir documentaire à montrer toute la réalité des petits gestes. Je pense à l'ivrogne qui doit se passer une écharpe pour pouvoir raconter comment est-ce qu'on trouve de l'argent pour boire, comment est-ce qu'on paye des coups, comment est-ce qu'on se bat. On a l'impression que vous faites presque le film pour ça, pour montrer tous ces à côté, toutes ces petites choses documentaires volées. Non, mais ça c'est une démarche que j'ai sur tous les films. Alors évidemment, sur certains sujets, certains univers, ça prend plus de relief, mais en fait, je le fais sur tous les films, oui. Et qu'est-ce qu'on trouve chez des personnages qui sont en fait dans l'excès? Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans des personnages qui vivent un petit peu de façon excessive? Ce qui est le cas dans les 2 autres films aussi. Ils sont plus intéressants. Ils sont plus vivants? Oui, je sais pas. Est-ce que vous avez des questions? J'ai un micro et je peux m'avancer vers vous pour que vous puissiez parler. Oui, j'arrive. Moi j'avais juste une question, j'ai découvert, peut-être comme beaucoup de gens ici, que Francis Ford Coppola était coproducteur du film, ce que je ne savais pas. Je voulais savoir comment est-ce qu'il était arrivé sur le film et purement, comment vous avez collaboré. Ça n'a aucune signification spéciale. Tout simplement, mon ami Tom Loddy travaillait pour Francis et comme je lui ai demandé de produire le film avec moi,
Il a dit, mais qu'est-ce que tu penses si on demandait aussi à Francis de nous prêter son nom? Voilà, c'est tout. Non, c'est rien de spécial. De même que sur le film précédent, Reverse à la fortune, on voit Oliver Stone qui n'a non plus pas fait grand-chose. Il nous a prêté son nom, ce qui nous a aidés. Oui. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé avec la clientèle du bar. Parce qu'on a l'impression que J'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que d'abord, bon, ce film, il a mis 7 ans à se faire, et pendant 5 ans de ces 7 ans, je suis resté à Los Angeles à essayer chaque jour, chaque mois, chaque année de faire ce film, de rencontrer. J'ai jamais lâché. Alors qu'on m'a plusieurs fois proposé de composer et de faire le film malgré tout. C'est-à-dire, voilà l'exemple le plus parfait, un des plus grands producteurs d'Hollywood, je peux dire son nom, il est mort, il s'appelait Ray Stark. Il a dit, j'ai lu votre truc, je trouve ça intéressant quand même. Je trouve ça quand même intéressant, vraiment, c'est un bon film, mais alors évidemment, je voudrais seulement un petit changement. Je vous demande un petit changement, c'est tout. Alors, voyez, alors pour vous c'est un poète qui rentre dans des chambres d'hôtel et qui écoute la musique. Pour moi c'est un chanteur, et il a une guitare, et il rentre dans sa chambre d'hôtel, et sous le lit il sort la guitare et il fait des chansons. Et j'ai dit oui. Il dit non, c'est tout. Autrement vous gardez tout pareil. J'ai dit non, là je m'excuse. Il dit mais comment vous pouvez vous couper d'un public pareil, d'un grand public? Je dis parce que vous avez l'idée d'un acteur pour ça. Il dit oui, ben oui, je pense que ce serait un acteur, un chanteur, quoi, un chanteur country, je crois, quelque chose comme ça, très célèbre. Et donc voilà. Alors là j'ai dit non. J'étais quand même fidèle au film qui montrait comment on disait non quand même. Il fallait quand même que je ne trahisse pas le film dès le départ. Alors voilà. Donc j'étais, pendant ces 7 ans, pendant lesquels il s'est passé beaucoup de choses, je cherchais un bar pour tourner. J'ai fait tous les bars. C'est pour ça que je pouvais faire tous les crédits à l'avant, à la fin et au début. Parce que je cherchais un bar qui ne soit pas un couloir. Parce que si on se filme dans un bar, c'est d'un ennui mortel. On peut tourner la perspective du bar et puis un côté, l'autre côté. C'est très maigre. Et à force de chercher tous les bars, j'ai fini par en trouver un, qui était d'ailleurs un ancien bar de luxe. C'est pour ça qu'il y avait un rond au bout, comme ça. Et pour la petite histoire, c'était un bar qui était à Culver City. Et dans ce rond-là, où on voit tous ces clochards, et où il y avait tous des clochards quand je suis rentré, c'était en fait un bar où il y avait sûrement Cary Grant et toutes les célébrités qui tournaient dans les studios de Culver City à l'époque. Et donc, c'était devenu un endroit complètement comme c'est dans le film. On l'a un peu arrangé, un peu changé, je ne me souviens plus, mais on a fait des changements, mais c'était complètement crasseux. Et l'hôtel à côté, il était exactement comme ça. Et les gens qui y vivaient, c'était les gens du bar, c'était les gens qui étaient les barflights de bar. Donc on avait un véritable... on avait aussi un côté documentaire, là, on avait le petit vieux qui rigole à la fin. C'est un type qui a 85 ans et qui passait tous ses soirs dans le bar et qui habitait dans l'hôtel à côté. Oui, donc ça donnait une authenticité formidable à toute la chose. Et il y avait souvent des bagarres. Il y avait souvent des bagarres qui se passaient à cet endroit-là, juste derrière le bar. Donc on était très proche d'une vérité. C'est paradoxal en fait dans le fond d'aller à Hollywood, d'aller aux États-Unis comme beaucoup de réalisateurs européens pour faire une carrière, et dans le fond de faire un film qui va complètement à l'encontre de... On peut pas faire plus anti-américain et anti-Hollywood que ça, non, ça c'est sûr, parce que la preuve, c'est que Stallone, le vrai Stallone, pas le frère qui joue dans le film, il a forcément vu le film puisqu'il y avait son frère dedans.
Et il a déclaré, pas à moi, mais il a déclaré à suffisamment de gens pour que ça m'était répété, parce que ce film était vraiment pas bien, et qu'il voulait jamais avoir affaire à des gens qui avaient travaillé dans ce film, ou qui avaient eu quoi que ce soit à faire avec ce film. Donc il avait vraiment senti le message du film très bien, il avait compris. Et il avait fait un film on pourrait quasiment les opposer, qui est Hell's Kitchen, qui est un film qui se passe dans les bas-fonds new-yorkais de la communauté italo-américaine, mais qui est complètement hollywoodien dans sa facture, et qui ne respecte pas quelque chose qui est très beau dans votre film, c'est la beauté du langage. C'est la poétique de ce qui est dit. Bon, il y a un grand écrivain, mais c'est ce qui est très, dans le fond français. C'est une façon de respecter le texte et de le servir comme ça. Oui, ça, pour respecter le texte, j'ai pas laissé... Si Mickey Rourke voulait changer le texte, il y avait... Comme c'était un bar, c'était facile, il en mettait un tableau, et le dialogue, il suffisait qu'il était obligé de dire le truc qui était sur le tableau, mais d'habitude, il savait son texte, mais enfin, au cas où, il n'y avait rien de changé. Pas une virgule, pas un mot de changé. Vous disiez que dans le fond, vous aimiez bien répéter quand même, avant, pour vous préparer à essayer des choses. Là, vous n'avez pas pu. Non, j'ai pas pu, j'ai répété tout seul. Vous êtes préparé comment? Comment est-ce que vous êtes préparé alors? D'abord, j'ai cherché... ce qui m'obsédait, c'était qu'on voit des palmiers par la fenêtre. Parce que tout le monde pense aux palmiers, au luxe de Los Angeles, les palmiers. Moi, je savais que downtown, l'endroit où s'était passée cette histoire, il y avait autant de palmiers, sinon plus, que dans le reste de la ville. Et donc, je voulais quand même qu'on voit des palmiers par la fenêtre de l'hôtel où il habitait. C'était une de mes idées fixes. Et donc, j'ai cherché pendant des mois, parce que tout ce repérage, j'avais pas de production, j'ai rien, j'étais tout seul. Donc, j'ai cherché pendant des mois et des mois des endroits d'où on pouvait voir des palmiers. C'est-à-dire que je regardais, je dis, de cet étage-là, on devrait voir ces palmiers-là, etc. Et petit à petit, je suis arrivé à monter, à rentrer, à faire des photos, etc. Encore que les photos, j'en faisais pas beaucoup à l'époque. Et voilà, donc... Mais on sent la ville, parce que même si on ne connaît pas Los Angeles, on sent qu'on est toujours très près des beaux quartiers, que c'est pas très loin en fait, que la vie telle qu'on pourrait l'imaginer hollywoodienne, elle n'est pas très loin, elle est à quelques rues. D'ailleurs, quand on prend la voiture, très vite on débouche sur une avenue, on voit le Marmont Hotel. En fait, c'est à 20 minutes. Hein. D'accord, ce qui est rien pour Los Angeles. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Attendez. Est-ce que c'est facile de convaincre une actrice comme Faye Dunaway de tourner dans ce film, qui est quand même une grande stature? Oui. Son problème, c'est qu'elle avait eu un Oscar et qu'elle était partie vivre en Angleterre. Donc là, elle revenait à Hollywood et que les offres ne tombaient pas dès le départ. Donc elle était libre et elle revenait, elle voulait redémarrer, et donc c'était une occasion, c'était un rôle quand même avec un acteur connu. Et donc voilà. Alors la grande chance que j'ai eue avec elle, c'est que il y a quand même des histoires fameuses où elle ne s'est pas du tout entendue avec Polanski parce qu'il lui touchait une boucle des cheveux, des trucs, ils ont eu des clashs, c'était difficile. J'ai eu une chance inouïe, c'est que donc son rôle était prévu tout au long du film comme un plan de travail normal, et elle a eu un problème de santé, elle a dû aller à l'hôpital pour une opération qui fait que tout son rôle devait être reporté à la fin. Alors, on a tourné tous les scènes sans elle, et dès qu'elle était valide pour sortir de l'hôpital, pendant un week-end, je l'ai amenée dans la salle de montage et je lui ai montré, déjà un peu monté, le plus possible de ce qu'on avait tourné. Et donc, elle a tout de suite vu que elle ne pouvait pas avoir des attitudes de star et des coiffures de star et de glamour et toutes ces choses-là. Comme elle était très intelligente, elle a tout de suite compris. Mais si j'avais pas pu lui montrer
tout ça, et que j'étais obligé de lui expliquer, comme il y a des tas de metteurs en scène qui étaient passés avant moi et qui avaient baratiné, qui avaient dit n'importe quoi, elle ne m'aurait peut-être pas cru. Tandis que là, je pouvais montrer ce que ça allait donner. Je montrais dans quel film elle mettait les pieds. Et donc, bon, ben, puis elle était sérieuse, elle essayait de comprendre le personnage de Wanda, etc. On pouvait discuter avec elle, vraiment. Tandis que Mickey Rourke, c'était plus difficile, et puis, en même temps, c'était 10 fois plus facile, puisqu'on a eu la communication télépathique qui s'est installée dès le premier jour, miracle. Jamais eu ça m'est plus jamais arrivé, et c'était formidable. Vous avez dit que ce film-là, vous l'avez revu à Paris il y a de cela 2-3 semaines. Vous avez vu d'autres... Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous l'avez revu? Qu'est-ce qui vous a étonné? Eh bien, que le travail de découpage qu'on avait fait tout seul, puisque c'était fait sans les acteurs, les répétitions, était vraiment pas mal, parce qu'on avait... C'était tous des lieux qui existaient, donc on déduisait à chaque fois, on disait, bon, là, à ce moment-là, ils vont être là, etc. Et j'avais fait tout le découpage tout seul. Et puis, une fois que les acteurs étaient là, comme c'était la logique des lieux, on est retombé plus ou moins sur ces options-là. Et puis, il se trouve que, bon, les choix étaient bons et que ça fonctionnait. Et j'étais particulièrement content de ma trouvaille du cheval ailé. Parce que le cheval ailé en néon, c'était un horrible building qui était là, et c'était difficile à digérer, on le voyait souvent, et donc j'ai demandé à ce qu'on retrouve un truc que j'avais vu dans mon enfance, un cheval ailé qui était une compagnie américaine de pétrole. Il se trouve qu'en Colombie, mon père travaillait pour cette compagnie, donc cette image du cheval ailé, c'était quelque chose qui m'était très proche. Et donc, on a trouvé, ou on l'a fabriqué, je ne sais plus, je crois je ne sais plus. Bref, il était là, et moi, il me réjouit à chaque fois, parce que j'imagine le même plan sans ce cheval ailé, avec ce building qui a l'air quand même très moderne, et le cheval ailé, je l'avais pris exprès, parce que c'était quelque chose qui était plus des années 40 et des années 50. Et d'ailleurs, c'est tout le travail de période du film qui était passionnant, parce que en voyant tous les bars, j'ai découvert que c'était quand on rentrait dans ces bars, on sortait du temps. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire qu'on était en 90 ou en 40 ou en 50, on sortait du temps. Et que donc, il y avait une zone où on pouvait sortir du temps, par les habits aussi, et par les décors. Et donc, j'ai fait attention qu'il n'y ait jamais rien de complètement moderne, mais jamais rien de complètement vieux non plus. Donc, c'était pas un film d'époque, c'était un film d'époque indéterminé. Et ce cheval, le cheval ailé, c'était vraiment la limite, parce que je ne crois pas que ça existait après les années 40. Ce qu'il y avait d'autre qui était vraiment très différent, parce que Bukowski m'a amené, il m'a montré, il m'a dit, voilà, c'était là qu'il y avait le champ de maïs. J'ai dit, et ça tombait très bien, parce que il m'a montré là où était l'endroit où ils habitaient, et j'ai planté le champ de maïs exactement à l'endroit où il était, avec la scène avec les flics, tout ça, c'est absolument vrai, ça s'est passé. L'endroit où ils achetaient l'alcool, je l'ai trouvé, on l'a utilisé aussi. Donc il y a tout un travail de préparation où on est sur les lieux mêmes pratiquement de cette histoire d'amour. Et lui, évidemment, il était bouleversé, très heureux de me montrer exactement où s'étaient passées les choses. Et donc voilà. Quand on revoit, enfin, moi c'est la première fois que je vois le film sur le grand écran, même si vous dites que le film est évidemment un film qui se fait contre le système hollywoodien, c'est un magnifique hommage au cinéma américain. On sent qu'il y a un amour absolu de l'âge d'or du cinéma américain. Vous nous faites croire à une enquête policière tout en racontant tous les à côté d'une histoire d'amour. Il y a une sorte de plaisir à décrire ce que les Américains appellent les sidekicks, des personnages accessoires qui finissent par créer une petite constellation. Puis il y a un plaisir à faire une forme qui finit... Enfin, il y a une sorte de délicatesse dans la forme et l'arc narratif qui est très hollywoodien en fait. Oui, non, ça, l'histoire du détective, c'est moi qui l'ai rajouté dans le scénario.
je lui ai dit, tu sais, ce serait bien si à ce moment-là, quand même, pour qu'on puisse tisser un peu mieux l'histoire. Donc, ah oui, si ça t'amuse, allez hop, on rajoute ça. Donc, c'était pas. Mais le cœur de l'histoire, le dialogue, évidemment, j'ai pas rajouté quoi que ce soit. Non, il y a une anecdote qui est formidable, parce que là j'ai pris goût à travailler avec des grands écrivains, et je suis devenu addict de ça, et pas seulement pour trouver des bonnes lignes de dialogue, mais pour trouver des bonnes idées aussi. Parce qu'à un moment, au montage, ils étaient tous les deux devant la porte, et puis Alice Krug, elle regardait au fond du couloir, et on ne savait pas pourquoi. Elle regardait hors champ au fond du couloir, et j'arrivais pas à monter le truc. J'ai dit, il faudrait faire un plan de ce qu'elle voit, je ne sais pas. Il faut trouver quelque chose, Alors j'appelle Bukowski, je lui dis, dis donc, qu'est-ce qui pourrait se passer au fond de ce couloir-là, qui attire l'œil d'Alice Krug, quand elle est avec lui en train de discuter devant la porte. Et il dit, oh ben non, moi je vois deux types, deux espèces de semi-clodos jeunes qui ont volé un poulet et qui l'amènent dans leur chambre d'hôtel pour le manger. Quelle idée de génie, c'est fantastique. Et tout de suite, je l'ai tout de suite trouvé, ces deux mecs, et ça a fait un plan de couple absolument génial. Donc là, vraiment, il n'y avait pas un mot de dialogue, mais l'écrivain avait amené la bonne suggestion. Il y a ce truc qu'on retrouve dans les films de Borzage ou de Lubitsch, le plaisir de retomber sur ses pieds à la fin. Le très beau plan de sortie, en fait, on vous a emmené dans quelque chose, puis il y a une sorte de délicatesse à nous ramener. Ah bah oui, ça, je savais depuis le début que d'avoir ce qui s'appelle des bookends, c'est-à-dire les deux côtés de la bibliothèque qui tiennent tout le livre, ça c'est un luxe formidable d'avoir un truc comme ça qui fonctionne. Et en plus de pouvoir faire un petit mouvement de caméra pour révéler une phrase de plus, qui est totalement ironique. Non, ça c'est un régal pour une fin de film. Ça je savais tout au long du film que je tenais la fin déjà, ça au moins je le savais. C'est pour ça que j'avais quand même la force de discuter pendant tout ce temps-là, parce que ce qui se passait avec le film, c'était un peu ce qui a dû se passer sur le Cuckoo's Nest. Cuckoo's Nest, ils ont tourné, personne ne voulait faire ce film, parce que c'était un film qui se passait dans un asile de fous, et comment vous allez imposer ça au public, c'est trop déprimant, c'est horrible, c'est pas possible, un film qui se passe dans un asile de fous, bon, vous êtes là, vraiment, vous êtes fous. Et non, là c'était la même chose, c'était... J'ai trouvé un autre qui voulait financer le film. Il m'a dit, écoute, je garde tout, mais tu dois quand même rajouter un truc pour les alcooliques anonymes à la fin du dialogue. Il doit quand même y avoir une ouverture possible. Si tu es d'accord de rajouter juste ça, c'est quelques lignes, c'est quelques ouvertures, parce que c'est important quand même, il y a des gens qui souffrent, tu pourrais les aider, il faut envoyer ce message. J'ai dit là, non, je crois pas. Je veux bien croire que tu as raison dans tout ce que tu me dis, mais je peux pas. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez l'occasion de découvrir tout le reste de la filmographie de Barbet Schroeder ici à la Cinémathèque Suisse, et vous verrez à quel point les films vont dans un sens et dans l'autre, mais qu'étonnamment ils créent une vraie cohérence dans votre travail. Mais c'est beau de voir des films qui, dans le fond, non pas se contredisent, mais prennent des vents contraires. Et ça, c'est vraiment intéressant. Puis surtout, on a la chance, à partir du mois de septembre, de voir votre nouveau film. C'est le grand avantage d'avoir des gens qui sont encore là quand ils viennent présenter des rétrospectives, c'est qu'on n'a pas fini avec Barbet Schroeder. Il y a un film qui sort au mois de septembre, qui est présenté à Cannes en sélection officielle le mois prochain, avec Marthe Keller, d'ailleurs, une actrice suisse. Un film suisse. Un film suisse, absolument suisse. C'est le premier que vous faites, c'est le premier film suisse, complètement suisse que vous faites. Oui, absolument. Oui, vous êtes enfin devenu un vrai cinéaste. Merci infiniment, en tout cas, Barbet Schroeder.